Ce film court sur la prise en charge de la thrombose veineuse chez le patient atteint de cancer s'adresse à tous les professionnels de santé du parcours du patient, médecins généralistes, oncologues et spécialistes d'organes, pharmaciens et infirmières de ville ou d'institution. Soyez attentifs aux messages délivrés par ces différents professionnels et bon travail! La thrombose veineuse ou maladie thromboembolique veineuse est une complication fréquente chez le patient cancéreux. 15 à 20% des thromboses sont diagnostiquées chez le patient cancéreux et 10 à 15% des patients atteints de cancer développeront une maladie thromboembolique. C'est la première cause de mortalité des patients atteints de cancer après le cancer lui-même et cela reste un facteur de mauvais pronostic. La thrombose est plus fréquente lors de la phase diagnostique, lors de la mise en traitement, puis à la récidive du cancer, mais le risque reste présent tout au long de la maladie cancéreuse, et ceci jusqu'à la fin. Donc, l'origine de la thrombose veineuse chez le patient atteint de cancer est multifactorielle. Par le cancer lui-même, par une hypercoagulabilité, par sécrétion de facteurs procoagulants et interaction avec le système inflammatoire, également par les complications liées au cancer, comme la stase sanguine, compression ou immobilisation du patient. Et enfin par ces traitements lui-même, qui peut créer des lésions endothéliales par des traumatismes chirurgicaux, les cathéters veineux centraux ou des produits agressifs ou thrombogènes, comme la chimiothérapie ou comme certaines thérapies ciblées anti-angiogéniques. Il existe aussi des facteurs propres aux patients, comme un âge avancé, un antécédent personnel ou familial de thrombose veineuse et également certaines comorbidités, comme l'obésité, l'insuffisance cardiaque ou une infection. Enfin, certains cancers sont très à risque de thrombose. C'est le cas des cancers digestifs, essentiellement le cancer du pancréas et le cancer de l'estomac, les cancers pulmonaires, le cancer de l'ovaire, et particulièrement en phase localement avancée et surtout en phase métastatique. La prise en charge curative de la maladie thromboembolique veineuse en cas de cancer fait l'objet de recommandations nationales et internationales. Son traitement repose sur l'utilisation d'HBPM ou héparine de bas poids moléculaire par injection sous-cutanée tous les jours, une fois par jour, pendant au moins 6 mois ou tant que le cancer est actif. Les AVK antivitamine K sont moins efficaces que l'HBPM et les AOD anticoagulants directs n'ont pas d'AMM actuellement chez le patient atteint de cancer. Ces deux molécules ne doivent être réservées qu'aux patients ayant une contre-indication absolue à l'utilisation d'HBPM. Enfin, la surveillance biologique n'est pas nécessaire en l'absence d'insuffisance rénale, de comorbidité ou de signes hémorragiques. En effet, les thrombopénies induites par l'héparine sont rarissimes dans cette situation, moins de 0,4%. Afin que le patient atteint de cancer soit correctement pris en charge en cas de thrombose, il est important que tous les professionnels de ville ou d'institution le prenant en charge, à savoir le cancérologue, son pharmacien d'officine, l'infirmière libérale et son médecin généraliste, connaissent ces recommandations et délivrent le même message auprès du patient, comme vous allez le voir sur l'exemple qui suit. J'ai une phlébite de la jambe et l'oncologue m'a demandé de passer vous voir. Nous allons devoir mettre en place un traitement anticoagulant par injection en sous-cutané une fois par jour pour une durée d'au moins 6 mois pour traiter la thrombose veineuse profonde du patient atteint de cancer et d'éviter l'extension et la récidive. Le traitement repose sur une héparine de bas poids moléculaire. Ce traitement est fortement recommandé plutôt que des anticoagulants oraux de type AVK, antivitamine K, du fait de la pathologie cancéreuse, car il est plus efficace. Les anticoagulants oraux directs n'ont pas actuellement d'AMM pour cette indication. Il faudra surveiller la fonction rénale afin de pouvoir continuer le traitement en toute sécurité. D'autre part, il n'est pas nécessaire de surveiller autre chose sur le plan biologique, les plaquettes, la coagulation, l'activité anti-DISA, sauf à l'instauration du traitement et en cas de comorbidité. D'autre part, il faut surveiller le poids du patient, puisque si celui-ci change, cela peut modifier la posologie de l'injection. Il existe actuellement 2 HBPM qui ont l'AMM dans cette indication. La daltéparine, avec une dose de charge de 200 unités kg/jour pendant 1 mois, puis de 150 unités kg/jour. Et la tinzéparine à 175 unités kg/jour. Bonjour madame, je sors d'une consultation avec mon médecin traitant, voici mon ordonnance.
Bonjour madame, votre médecin vous a prescrit une HBPM, c'est le traitement de référence de la thrombose en cas de cancer. Cependant, je vois qu'en ce moment, vous prenez aussi des AINS pour votre arthrose. Les AINS ne sont pas recommandés avec votre traitement car ils augmentent les risques de saignement. Je vous conseille donc de retourner voir votre médecin traitant afin qu'il vous prescrive un autre traitement antidouleur. D'ailleurs, si vous voyez d'autres professionnels de santé, n'oubliez pas de rappeler que vous êtes sous HBPM. Quel est le type de médicament que le médecin m'a prescrit pour ma phlébite? Le médecin vous a prescrit une HBPM, c'est un médicament qui va fluidifier votre sang pour éviter les complications veineuses comme l'embolie pulmonaire. Il se fait en une injection sous-cutanée par jour par une infirmière à domicile. Combien pesez-vous? La dose va être adaptée à votre poids. Veillez à vérifier régulièrement votre poids. En cas de variation importante, nous adapterons la dose avec votre médecin traitant. Le médecin m'a prescrit des injections d'HBPM pour 6 mois. C'est très long. Je ne peux pas prendre des comprimés comme ma voisine? Ce n'est pas possible, sauf si votre fonction rénale est altérée. Les AVK sont moins efficaces et les AOD n'ont pas l'AMM. Le traitement doit être fait pendant au moins 6 mois pour être vraiment efficace. Ce sont les recommandations nationales et internationales. Dans ce cas, je souhaiterais réaliser mes injections moi-même. N'hésitez pas à demander à votre infirmière à domicile comment réaliser vos injections vous-même, car ça peut être impressionnant au départ. Variez bien les sites d'injection. Si vous faites vos injections vous-même, veillez à ne pas jeter les seringues usagées à la poubelle. Je vais vous donner un récupérateur à seringues. Quand il sera plein, rapportez-le-moi. Voici une plaquette d'informations sur la maladie thromboembolique veineuse, ainsi que les coordonnées d'associations de patients. Pourquoi les injections d'HBPM sont-elles prescrites si longtemps aux patients atteints d'un cancer? Les patients atteints de cancer présentent un risque majoré de développer une maladie thromboembolique veineuse et celle-ci est de mauvais pronostic. Une prise en charge optimale est indispensable. Celle-ci repose sur des recommandations nationales et internationales que tous les professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins doivent connaître afin de porter un même discours auprès du patient. Ces recommandations préconisent un traitement de 6 mois et tant que le cancer est actif. Que faut-il particulièrement surveiller dans mon cas? Il est très important de surveiller le poids du patient et de le consigner dans le dossier de soins, car le dosage de l'HBPM sera adapté en fonction. Il n'y a pas de surveillance plaquettaire systématique du traitement anticoagulant. Pourquoi ne peut-on pas me donner un traitement anticoagulant oral? Encore une fois, les recommandations nationales et internationales préconisent un traitement par HBPM par voie sous-cutanée d'au moins 6 mois pour une efficacité optimisée. Il n'y a pas de recommandation aux anticoagulants oraux directs en première intention. Que fait-on quand surviennent des hématomes ou des nodules sous-cutanés? Il est très important de ne pas purger la seringue d'HBPM, de faire l'injection perpendiculairement au pli cutané et de varier les sites d'injection. Ce n'est en aucun cas un motif d'arrêt du traitement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voici 2 plaquettes d'informations pour le professionnel de santé et pour le patient qui rappellent les recommandations actuelles de prise en charge. La plaquette pour le patient contient une carte détachable lui permettant de garder les informations sur lui. Vous pouvez les demander ou les télécharger sur le site du réseau Onco Nouvelle-Aquitaine et sur les sites des URPS, médecins, pharmaciens et infirmiers libéraux. Ces recommandations font également l'objet d'un référentiel régulièrement mis à jour sur le site de l'AFSOS, Association francophone des soins oncologiques de support.